la chance d'avoir une personnalité reconnue quand même dans notre région, qui est journaliste à Radio-Canada depuis près de 10 ans quand même, qui a fait autant dans la région qu'un peu partout au Québec et à Montréal. Donc il nous présente, donc son tout dernier livre, disons-le comme ça. C'est l'évolution, oui, du métal québécois. C'est un livre qui était très attendu sur la scène régionale. Donc, je vous le présente tout de suite, mesdames et messieurs, Monsieur Félix B. Desfossés. Bonsoir, merci d'être là, c'est très apprécié, effectivement. Félix B. Desfossés, journaliste à Radio-Canada depuis 10 ans maintenant. Et puis, je n'ai que 32 ans, c'est pas si pire quand même. Je suis pas encore trop vieux, il y a 10 ans, j'aime bien ça de dire, parce que ça fait longtemps que je suis là. Mais non, effectivement, avec les années, en étant à Radio-Canada, je me suis intéressé surtout à l'histoire de la musique. L'histoire de la musique au Québec, plus particulièrement. L'histoire du rock, de manière encore plus pointue. J'ai eu la chance de travailler avec une émission qui s'appelait Bande à part, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est une émission qui était consacrée aux musiques alternatives en général. Et puis, ça a été une expérience assez intéressante. Dès mon premier temps, à bande à part, j'ai commencé à faire des dossiers web, des trucs comme ça sur l'histoire du rock au Québec. Puis, ultimement, tout ça a comme mené à l'évolution du métal québécois, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai pas de copie. Peut-être qu'on pourrait avoir chez Jess, hein, je ne vais pas faire courir. Merci. On aurait eu à présenter au moins pendant la conférence, à vous montrer. Mais ça a amené un peu finalement à la préparation de ce livre-là, qui a été un projet lancé par Ian Campbell. Ian Campbell est un chanteur métal de Rouyn-Noranda. C'est aussi le promoteur de la scène métal de Rouen. C'est un gars qui est très impliqué depuis des années et des années. Et vers 2007 à peu près, on soulignait le 25e du métal québécois au Québec. Et Ian Campbell s'était dit qu'il faudrait qu'on fasse un livre sur l'histoire du métal. Ici, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire que si en 2007, on soulignait les 25 ans du métal québécois, parce qu'on considérait que ça avait commencé en 82 avec un groupe qui s'appelle Voivode, sur lequel je vais revenir au cours de la conférence. Et c'est un nom à retenir, Voivode, donc dans l'histoire du métal québécois, absolument. Et Ian Campbell, donc, s'était dit, on va se lancer là-dedans. Il était venu me voir, sachant que je travaillais à bande à part, j'étais journaliste, que j'étais originaire de Rouen comme lui. Et il m'a dit, est-ce que ça tenterait de travailler à ce livre-là avec moi? Je dis, oui, pas de problème. Il m'a dit, il faudrait que tu fasses le premier chapitre sur les années 60-70, les racines du métal. Je dis, parfait, c'est super. Puis il y avait des gens pour les années 80, pour les années 90, il n'y avait pas de problème. Et puis, j'ai donc rédigé mon premier chapitre, et puis, quand je l'ai livré à Yann, il m'a dit, les autres n'ont pas écrit leur chapitre. Fait que j'ai fait, bon, ok, j'ai un demi-livre d'écrit. J'ai dit, Yann, si tu veux, je te propose d'écrire l'autre moitié, puis on le sort, tu sais. Fait que, ok, parfait. Et entre-temps, bon, j'ai fait ça, et l'émission Bande à part tirait à sa fin. On était à peu près vers 2012-2013, dans ces eaux-là, quand j'ai vraiment recommencé à travailler sur ce livre-là pour faire la deuxième partie. Puis, l'émission Bande à part a terminé, et j'ai fait le choix de revenir en région. Après l'émission de la fin de Bande à part, je suis venu m'installer à Rouen. Et j'avais approché déjà des éditeurs un peu à Montréal, ils m'avaient dit, c'est pas un sujet qui est assez grand public, je n'ai jamais touché à ça, etc. Donc, on n'avait aucune idée de ce qui était pour advenir vraiment de ce livre-là. Quand on est arrivé à Rouen, on l'a lancé, je suis allé le proposer plutôt avec, aux éditions du Quartz, qui est une maison d'édition de Rouyn-Noranda, qui est d'Abitibi-Témiscamingue, finalement, qui s'intéresse à toute la région, qui trouve des auteurs de partout dans la région. Et en 48 heures, ils m'ont dit, oui, parfait, go, on le fait. OK, super. Donc là, on avait l'éditeur, finalement, pour lancer notre livre. Et on a pu finalement travailler avec vraiment des professionnels qui ont pu nous aider à structurer le tout, parce que pour moi, c'est un premier ouvrage. Alors, je vais vous présenter un peu le contenu de tout ça aujourd'hui. On va voir un peu l'évolution finalement du métal, des racines du rock jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est capable de mettre un petit peu de plus de voix dans le moniteur? Ça va m'aider. S'il vous plaît, merci. Donc, si on retourne aux racines même du rock'n'roll, la naissance du rock'n'roll, c'est en 1954, 55, 56 environ, aux États-Unis, notamment avec Elvis Presley. Ici, au Québec, on n'a pas eu vraiment de Elvis Presley en tant que tel. On a eu des gens qui ont touché au rock'n'roll un peu, mais pour vraiment aller vers la révolution rock'n'roll, il faut aller vers 1963-64 avec l'arrivée de la Beatlemania. Avec l'arrivée du mouvement yéyé, c'est là où, pour la première fois, vraiment au Québec, on s'est approprié le rock. On a pris des orchestres pour la première fois, où on a commencé à avoir des orchestres qui avaient uniquement une guitare basse, un chanteur, un batteur, et on avait des harmonies vocales, la formule rock. Et c'est encore cette formule-là, aujourd'hui,
qui est retenu dans le métal. C'est pour ça que je commence là. Aussi parce que dans les années 60, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir apparaître les cheveux longs. Et ça a l'air bizarre à dire comme ça, mais avant ça, il n'y avait personne qui avait eu les cheveux longs. Et d'avoir des cheveux longs dans les années 60, ça pouvait créer, vraiment, il y a des musiciens des années 60 qui m'ont dit que c'était fait courir après sur la rue par des gens qui avaient des ciseaux, qui voulaient leur couper les cheveux, parce que c'était pas accepté socialement d'avoir les cheveux longs. Alors, c'est les Beatles, finalement, grosso modo, qui ont amené ça. Et avec le yéyé, avec la Beatlemanie, tranquillement, on a commencé à voir des groupes de plus en plus élevés, de plus en plus lourds qui sont arrivés. Je vous passe un premier extrait ici d'un groupe anglais qui s'appelle The Kinks. La chanson s'appelle You Really Got Me. C'est une des premières fois où on commence, ça c'est en 64, 65 environ, on commence à avoir des riffs de guitare musclés qui apparaissent dans la musique. Donc ça vous dit probablement quelque chose. On va pouvoir qu'on regarde quelques publicités sur YouTube. La réponse québécoise à la musique anglaise. Les Sinners. On voit clairement que les gars ont les cheveux longs. The people around following me everywhere I go. Look, baby. So why don't you see? Donc ça vous donne une idée un peu de ce qu'on a pu avoir comme réponse québécoise à la musique anglaise, la musique qui devenait de plus en plus dure. Les Sinners, juste avec leur nom, s'inscrivaient donc en faux par rapport à l'Église, bien entendu, parce qu'ils disaient qu'ils étaient des pécheurs, et c'est une des premières fois où on a un groupe qui s'oppose directement à l'ordre religieux, qui était encore très puissant quand même au Québec dans les années 60, malgré le fait qu'on était en pleine révolution tranquille. Donc pour les Sinners, c'est quand même quelque chose d'assez important d'arriver et de s'appeler comme ça, de porter les cheveux longs également. Ils amènent aussi, vous avez peut-être entendu dans la guitare, un élément qui s'appelle le fuzz. Le fuzz, c'est l'ancêtre de la distorsion. La distorsion, c'est un autre des éléments très importants de la musique métal. Pas de distorsion, essentiellement pas de métal. On retourne du côté de l'Angleterre parce que là-bas, en 1970, il y a un groupe qui s'appelle Black Sabbath qui essayait d'imiter Led Zeppelin et puis qui n'était pas nécessairement de niveau pour le faire. Ils ont fait quelque chose qui était un peu plus cru pour compenser. Donc, Black Sabbath, c'est le premier groupe de heavy metal de l'histoire de la planète Terre, finalement. Il y a eu des groupes qui étaient assez heavy aussi avant un groupe, mais en 1970, on peut dire que c'est la naissance du heavy metal. Au Québec, tout de suite, assez rapidement, dans la même mouvance de hard rock psychédélique, il y a des groupes qui ont répondu, entre autres, à Black Sabbath avec des chansons qui en étaient inspirées. J'ai écouté une chanson d'un groupe qui s'appelle Morse Code Transmission et qui s'intitule Satan's Song, la chanson de Satan. C'est une des premières fois où justement on va parler du mal, ou de Satan, finalement, de l'enfer de manière aussi directe dans la musique au Québec.
Ça vous donne une idée un peu. Morse Code Transmission, par la suite, sont devenus Morse Code, un groupe de rock progressif très important dans les années 70 au Québec. Donc, le rock, à partir de ce moment-là, devenait de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, de plus en plus rapide aussi. Et au Québec, les porte-étendards du hard rock, ça a été, sans contredit, Offenbach. Offenbach sont arrivés avec Jerry Boulet, qui avait, lui, une signasse exactement comme celle des métalleux d'aujourd'hui. Une voix rocailleuse, granuleuse, gutturale, qui peut faire penser, finalement, à l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui avec le métal. Aussi, il y a un élément assez important sur la trame sonore du film Tabarnak d'Offenbach. On entend ce qui est probablement la première utilisation de la pédale double, donc de bass drum, de l'histoire du rock au Québec. Ce que je peux entendre, c'est un extrait live de la chanson Québec Rock où on va saisir l'énergie brute d'Offenbach. Jerry qui gueule, littéralement, qui crie dans son micro, et ça, justement, de passer de chanter avec des grandes voix à des gens qui crient littéralement du rock dans leur micro, c'est aussi une autre des étapes pour s'en aller vers la musique métal. Parallèlement au hard rock, il y a le rock progressif qui se développe, qui est beaucoup plus inspiré de la musique classique, du jazz, qui est joué par des virtuoses de la musique. On peut écouter un petit bout du groupe Pollen. Prenez les éléments du house comme celle-là dans une chanson, vous mettez ça sur fast forward avec la distorsion, vous avez une chanson métal. Le rock progressif, c'est vrai pareil, hein? Le rock progressif, c'est une des racines les plus importantes de toute la musique métal. Étrangement, un des directeurs musicaux de Céline Dion jouait dans le groupe Pollen, il s'appelle Mego. Ce qu'on vient d'entendre, donc, c'était lui au piano. Et ça m'amène à vous faire remarquer que les musiciens métal sont des virtuoses. Sont des gens, justement, qui seraient capables de jouer à peu près n'importe quelle musique classique, n'importe quelle, parfois, musique jazz. Ici, du rock progressif, ça demande énormément de technique musicale pour arriver à jouer ça. Il y a plusieurs musiciens, parfois on a l'impression que ce sont des grands musiciens, etc., qui sont pas capables de jouer la moitié de ce qu'un joueur, un musicien métal serait capable de faire. Alors pour jouer de la musique métal, ça prend une grande dextérité, et des groupes progressifs comme Pollen, qu'on vient d'entendre là, ou comme Morse Code, qu'on a entendu un petit peu plus tôt, ont été des grandes influences pour le groupe Voivode, qui est le plus important groupe de métal québécois, à tout le moins pour les années 80, et leur plus grande influence de rock québécois, c'est la suivante, le groupe Autre Chose, de Lucien Francoeur. Et le commentaire est vous, donc, c'est l'avantage de travailler avec Vito. Alors, ça nous amène ça tranquillement au heavy metal, parce que ça, c'est un groupe finalement de proto-metal. Un des pionniers du métal québécois, c'est DDT. Remarquez, réalisation André Fortin. C'est bel et bien Dédé Fortin, chanteur des Colocs, qui a réalisé les premiers clips métal de l'histoire de la musique au Québec. DDT était là à partir de 79, ça c'est un clip de 85. Donc
ça vous donne une petite idée. Naturellement, c'est des pionniers DDT, mais il faut absolument parler de Voivode. C'est le groupe de métal le plus important de l'histoire de la musique au Québec. Il se forme à Jonquière en 1982. Et dès 1984, pour un grand concours de circonstances qui est expliqué en long et en large dans l'évolution du métal québécois, ce groupe-là va se retrouver avec un contrat de disque aux États-Unis avec la compagnie Metal Blade qui avait lancé déjà Metallica à cette époque-là sur une première compilation. Et Voivode, donc, alors même qu'ils habitaient à Jonquière, avait un disque qui était distribué aux États-Unis. Personne ne les connaissait à Montréal. Il y a des gens qui écoutaient du métal, qui commandaient les disques de Voivode sans nécessairement savoir que c'était des gars de Jonquière. Et ils sont arrivés avec un speed metal, un thrash metal. C'est exactement le même type de musique que Metallica pouvait jouer à partir de 83, 84, Slayer également. Et Voivode, à cette époque-là, en 85 avec leur deuxième album, Roar, ont été à peu près le groupe le plus élevé de toute la planète. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que dans le métal, c'était un objectif à atteindre, ça, d'être le groupe le plus élevé, parce que c'est un peu ça, finalement, l'évolution du métal, c'est devenir de plus en plus extrême. Parce que pour moi, le métal, c'est à peu près juste ça, c'est de la recherche d'extrême dans le rock. Et Voivode, donc, était à peu près le groupe le plus extrême de la planète. Je vous fais entendre leur chanson Voivode, qui date de 84, pas la plus extrême de leur répertoire, mais qui représente très bien leur son. Encore une fois, André Fortin. Donc, les gars de Voivode ont eu un succès international tout de suite en commençant, et ça ne s'entend pas nécessairement là-dessus, mais ils avaient énormément d'influence de rock progressif, et plus leur musique va évoluer avec les années 80, les années 90, plus le rock progressif va jouer un rôle important dans le son de Voivode, et Voivode étant la locomotive pour le métal québécois, tous les groupes qui vont suivre, pas toute la gamme, mais plusieurs, vont s'inspirer du son de Voivode, du rock progressif qui caractérisait la musique de Voivode, et ça va nous donner des groupes par la suite comme entre autres, Aggression, c'est pas exactement comme, c'est plus le côté heavy de Voivode qu'on entend là. C'était l'équivalent des Slayer du Québec. Je vais passer vite là-dessus. Je commence ça à avoir des amis qui arrivent. Sword, c'était le groupe qui avait le chanteur Rick Hughes. Eux autres aussi ont été très populaires sur la planète. Ils ont fait des tournées jusqu'en Angleterre, aux États-Unis également. Et ils étaient représentés plutôt le côté hair metal, le côté metal plus pop, plus accessible. Et le chanteur Rick Hughes, d'ailleurs, fait la voix récemment. Il y a peut-être un an, je ne sais pas gagné, mais celui-là, il a commencé. Vous voyez qu'on peut entendre distinguer les refrains. C'est pour ça que c'est un peu plus pop, plus accessible, ça. Donc, ça vient pour se découvrir. C'est un autre des groupes les plus importants des années 80 dans le métal au Québec. Leur chanson de Genesis Explosion est totalement inspirée du son de Voivode, un son métal mais très progressif. Et justement, on va commencer à comprendre avec un groupe comme celui-là, qui d'ailleurs a un contrat de disque aux États-Unis dès la fin des années 80, que le métal québécois est caractérisé par cette grande présence-là du rock progressif dans leur musique. On trouve ici un an en retenir. Et là, à ce moment-là, on est à la fin des années 80, et là, ça commence à se radicaliser pour vrai. On commence à parler de death metal tranquillement, avec des groupes entre autres comme Oblivion qui arrive. Ça commençait à brasser pour vrai à ce moment-là. Les Oblivion vont être très importants, surtout dans les années 90. Ils vont être très, très populaires, ils vont faire beaucoup de spectacles, notamment ici à Val-d'Or, dans un endroit qui s'appelle le Club Ritz. Ils ont joué très, très, très souvent ici. Souvent ici, ils jouaient 3 ou 4 soirs d'affilée quand ils débarquaient ici, pas seulement un soir.
Et ça nous amène au dernier groupe à peu près qu'on aborde dans le livre qui s'appelle Gorguts, qui sont les premiers vraiment à avoir fait du death metal à proprement parler au Québec. Et depuis cette époque-là, c'est en 1989 environ, 1990, la formule du death metal est encore utilisée aujourd'hui, bien qu'elle continue d'évoluer. C'est encore à peu près les mêmes fondations qu'à cette époque-là. Et Gorguts, c'était des musiciens qui étaient tellement avancés techniquement que les gens dans les shows de Gorguts, même encore aujourd'hui, n'allaient pas nécessairement cracher. Vous savez, dans la musique métal, habituellement, ça se rentre dedans, dans les spectacles. Dans les shows de Gorguts, le monde va en avant de la scène et regarde les musiciens jouer et essaie de comprendre ce qui se passe là, parce que c'est tellement des bons musiciens, tellement avancés, que ça prend une concentration énorme juste pour essayer de comprendre vraiment ce qui se déroule avec ça. Alors, ils ont poussé encore plus loin la notion donc de rock progressif à l'intérieur du métal québécois. Alors, naturellement, c'est un résumé très rapide de toute l'évolution. Il y a énormément plus d'éléments dans ce livre-là. Des tonnes et des tonnes d'archives visuelles, de journaux, de photos, des témoignages énormément de musiciens, des anecdotes aussi, et toute une grosse section aussi où on parle de la scène métal habituelle qui est principalement située à Val-d'Or dans les années 80. Je voudrais conclure, il me reste quoi, 2 minutes à peu près, en mentionnant que il ne faut jamais regarder le métal de haut, il ne faut jamais regarder aucune musique de haut, que ce soit la musique western, le country, le reggae, peu importe, chaque musique a un rôle à jouer. Chaque musique, si elle existe, c'est parce qu'elle a des gens qui l'écoutent. La musique métal existe parce qu'elle a un following incroyable. La majorité des groupes métal qui sont populaires aujourd'hui, encore Voivod par exemple, Gorguts ou d'autres groupes comme ça, vendent beaucoup plus de disques que tous les artistes qui passent à la radio au Québec, et ce, de par le monde. Alors, de regarder ces groupes-là de haut et d'avoir l'impression que ce sont des groupes qui ont peut-être moins d'importance, c'est de faire une grave erreur. Et je pense que il faut, oui, c'est peut-être une culture qu'on considère comme étant underground, mais au Québec, on ne peut pas se permettre de séparer notre culture comme ça, en des lieux underground, des musiques underground, des musiques qui seraient peut-être moins pertinentes pour une raison ou pour une autre. On a besoin de bien connaître toute notre culture et toute notre histoire musicale. On a besoin de se l'approprier, on a besoin de l'étudier avec sérieux, et ça, on ne le fait pas assez. Que ce soit du disco, encore une fois, que ce soit du métal, que ce soit autre chose, il est nécessaire qu'on étudie l'histoire de notre musique avec toute la rigueur et la pertinence que ça demande, et c'est la raison pour laquelle moi-même qui n'ai pas un fan de métal, j'aime bien le métal, mais je ne suis pas un fan. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là et ça m'a fait plaisir donc de vous présenter un résumé, bien que très court, de l'évolution du métal québécois. Merci beaucoup. Et bien entendu, il y a une autre conférence qui s'en vient, M. Lucchina. Bonjour. Le prochain. Donc on prend une petite pause et puis je vous laisse la place. Bonne soirée.